Perspective, le podcast de Logique CGT, Clément Olivier. Avant, j'envoyais au traducteur des textes en français et il les traduisait. Aujourd'hui, les textes sont pré-traduits et leur travail consiste davantage à vérifier si la proposition du logiciel est correcte qu'à réfléchir à la construction de la phrase. Beaucoup sont en souffrance. C'était le récit que livrait au Monde une directrice d'agence de traduction en août dernier, mettant le doigt sur la perte d'autonomie des salariés confrontés à l'IA générative. Exemple emblématique s'il en est, il faut dire que les traducteurs ont été parmi les premiers à se poser des questions sur ces outils. Depuis déjà plus d'une quinzaine d'années, évolution qui s'est drastiquement accélérée avec l'IA générative actuelle. Exemple emblématique donc, mais qui ne doit pas cacher la forêt, celle de tous les autres métiers qui vont ou sont déjà modifiés par l'IA, et les différents types d'évolutions qui vont avec, en changeant l'organisation du travail. Quel impact l'automatisation numérique a-t-elle sur la santé au travail, sur les risques psychosociaux, sur la sécurité des personnes? Que dit le droit? Que ne dit-il pas? Ou pas encore? Et de quels outils disposent les représentants des salariés? Vous écoutez Perspective, le podcast de Logique CGT est à la fête de l'UMA. Soyez les bienvenus. Toujours ici, juste derrière le forum social de la fête de l'UMA où on a posé notre petit plateau autour duquel j'ai le plaisir d'accueillir Aude Cefaliello. Bonjour. Bonjour. Juriste, chercheuse à l'ETUI, l'Institut syndical européen, dans son unité santé, sécurité, conditions de travail. Et à côté de vous, José Finotte. Bonjour. Bonjour. Du collectif Télétravail numérique de l'UGICT CGT. Merci à vous deux de prendre le temps de venir parler de ce sujet aussi pointu que captivant, on va le voir. Aude Cefaliello, peut-être qu'on peut partir de façon un peu générale de votre constat. On voit que l'UE cherche à encadrer l'IA, mais qu'elle le fait plutôt sous l'angle de la circulation des produits plutôt que sous l'angle du travail. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je crois que la pièce législative, l'acte législatif le plus emblématique qui a été beaucoup discuté récemment, c'est le AI Act. Donc effectivement, on voit qu'il y a quand même eu des changements significatifs entre sa présentation en 2021 et la version adoptée au final et mise en place maintenant dans les mois et années à venir. Ce qui est toujours intéressant, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une mise en circulation de produits. Après, il y a l'AI Act, il y a aussi beaucoup d'autres pièces de législation qui sont des textes législatifs qui sont très importants. Il y a le GDPR, il y a aussi le RGPD, ouais. RGPD, merci. Il y a la réglementation sur les machines, et ça c'est très important parce qu'on parle beaucoup des IA génératifs, de l'algorithme management, mais il y a aussi tout l'IA dans les machines, sur les lignes de production. Donc encore une fois, l'IA c'est énorme. Bien sûr. Et donc pour revenir sur le IA Act, ça a surtout été une grande discussion entre les gens qui développent effectivement l'IA et ceux qui l'utilisent. Sauf que dans le cadre du travail, l'utilisateur, c'est avec l'employeur et à aucun moment on parle du end user qui va être le travailleur qui va être impacté. La seule mention qu'on a, c'est dans l'annexe 2 qui dit qu'effectivement les algorithmes effectivement, qui sont utilisés dans le cadre du travail pour le recrutement, etc., ou aussi pour manager, sont considérés à haut risque. C'est-à-dire qu'ils vont avoir certaines règles pour être mis effectivement sur le marché, mais ça s'arrête là. Il y a un certain nombre d'obligations pour l'employeur, mais pas envers les travailleurs, en tant qu'utilisateurs, ce qui est très problématique. Joséphine Hoth, un point de vue sur cette IA Act, sur la situation actuelle. Comme le dit justement Aude, c'est une révolution qui n'a pas fini, qui commence à peine. Évidemment, personne ne va éluder les problèmes environnementaux, énergétiques que ça va poser plus tard, mais pour ce qui est du concret aujourd'hui, je pense que tout le monde, que ce soit dans son environnement personnel ou dans son environnement professionnel, utilise peu ou prou de l'IA. Avec les dangers... Parfois sans le savoir, oui. C'est les monsieur Jourdain de l'IA qui ne savent pas que leur application qui leur permet d'utiliser une carte, par exemple, fonctionne avec de l'IA prédictive. Que ce soit son téléphone portable, en passant par le fameux ChatGPT qui a fait un grand boom en 2023. Pour ce qui est de l'univers du monde du travail, le problème se pose au niveau du degré de l'intensité de l'utilisation. Puisqu'on a un problème de fond, c'est dans quel but, pourquoi faire, et éventuellement comprendre les tenants, les aboutissants, c'est-à-dire toute la chaîne. Mais ce dialogue-là, il ne s'est pas installé au début, il s'est imposé à tout le monde. Donc le problème se pose, c'est comment on reprend le sujet dans le bon sens, depuis le début. Et aussi, si je peux me permettre, faut à aucun moment oublier
que tout le corpus qu'on a en termes de droit du travail, que ce soit au niveau européen ou national, s'applique, que ce soit en termes de non-discrimination, que ce soit en termes d'information-consultation, en termes d'évaluation des risques. En fait, peu importe ce qui va être dit aussi en termes d'évaluation des risques dans le EI Act, et ça n'empêche pas qu'il va devoir refaire tout ça une fois qu'on met ces logiciels, qu'on introduit ces technologies dans le monde du travail. Toutes ces dynamiques et ces mécanismes n'échappent pas à la mise en place de l'intelligence artificielle, même si elle est légale sur le marché. Vous avez écrit un papier pendant l'élaboration de l'AI Act où vous craigniez à ce moment-là que sur certains aspects, ils ne permettent en fait un recul par rapport aux législations européennes précédentes sur le droit du travail. Qu'est-ce que ça a donné in fine ? Alors, plus qu'un recul, ce qu'on avait très très peur avec ma co-autrice, c'était qu'en fait il y ait une superposition et en fait quasiment une confrontation entre effectivement les protections qui sont données aux travailleurs qui en fait ne seraient pas appliquées ou pas possible d'être appliqué quand on déploie une intelligence artificielle au travail et qu'en fait on n'a pas de marge de manœuvre. Donc la grande question c'était sur la discrimination en termes de recrutement. Une inopérabilité quoi. Voilà, c'est ça. En fait de dire souvent ce qui se passe, d'ailleurs on y reviendra peut-être, les employeurs quand ils utilisent ces nouvelles technologies c'est un peu à prendre ou à laisser. Ils donnent l'illusion qu'il y a très peu de marge de manœuvre sur la façon dont c'est utilisé, dont c'est déployé, certains objectifs, etc. etc. Et donc en fait on avait très très peur qu'en fait, du coup, certaines protections ne soient pas appliquées et qu'on ne puisse pas les discuter et qu'en fait les employeurs s'échappent un peu à leur obligation de discussion et voilà. Absolument. Alors quand on dit IA, ça a déjà été un peu évoqué par Joséphine, l'IA c'est un peu vague. Est-ce qu'on peut peut-être dresser un peu une typologie des technologies qu'il y a, alors pas que l'IA mais la digitalisation en général et les risques en fait qui vont avec, Aude Cefaliello? Donc déjà au niveau de l'IA, je pense que c'est important d'en parler. Il y a deux aspects très importants au niveau de l'impact que ça aura sur le monde du travail, de façon générale tous les secteurs. Il y a les IA qui vont être utilisées sur les lignes de production, dans les usines, dans les entrepôts, en fait en termes de machines. On va parler aussi d'interactions entre l'homme et la machine qui vont devenir plus fluides ou non et tous les risques que ça crée, notamment avec les cobots ou les exosquelettes, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un cobot, un cobot. Il faut expliquer. On s'adresse à des gens qui ne sont pas tous spécialistes. C'est un robot collaboratif. D'accord. Donc voilà, c'est l'idée qu'en fait, il va y avoir... Un second. Pour le rendre plus simple, vous aviez un compagnon. Ouais. Dans le monde du compagnonnage, vous allez avoir un robot qui vous accompagne. D'accord. Qui est capable de transporter des lourdes charges. Qui est capable aussi de vous aider. Ouais. Vous voyez l'interaction qu'on peut avoir un être humain, imaginez-la un petit peu projetée, alors sans le vocabulaire et le dialogue, mais le fait de prendre une commande, porte-moi les poutres, apporte-moi le pot de peinture, ce genre de choses. Ou même sur le fait d'assembler sur des lignes de montage. À un moment, j'avais vu, on avait fait une visite, par exemple, pour mettre un cube. Par exemple, le robot va faire une première partie de l'action. Moi, je vais devoir intervenir en tant qu'humaine pour sécuriser 2-3 pièces. Lui va réintervenir après. Et en fait, c'est vraiment, voilà, chacun son tour pour créer, par exemple, sur des lignes de production. C'est beaucoup plus interactif. Et donc là, l'IA va représenter un certain nombre de risques. Par exemple, il y a des études qui ont été faites que si jamais le robot s'approche trop près de l'humain, ça provoque de l'anxiété, du stress, il y a des risques de collision, etc. etc. Et après, il y a tout ce de rythme de travail aussi, c'est grâce à ces machines qu'on impose un rythme infernal. Tout à fait. Et après, c'est la grande question justement de est-ce que la machine va s'adapter à son collaborateur humain ça on en rêverait que justement quand l'humain ralentit. Poser la question c'est déjà y répondre. La réponse est non. Mais il faudrait qu'on se batte dessus effectivement que quand l'être humain fatigue et qu'en fait il y ait un ajustement, mais ça c'est un peu utopique mais on aimerait. Et après il y a tout ce qui est les intelligences artificielles sur plus l'aspect organisationnel avec le management algorithmique. C'est ça. Où là vraiment l'IA est utilisée pour donner des tâches, pour aussi dire, voilà, ça c'est l'exemple de l'économie de plateforme, dire au livreur, vous devez aller à tel endroit, à telle heure, prendre telle route, peu importe ce que vous pensez de cette route, si elle est dangereuse, on s'en fiche, vous la prenez et vous avez un devoir d'arriver dans les temps, et si vous ne le faites pas, effectivement, la prochaine, votre évaluation de la performance de travail va être impactée. C'est ça on voit bien des assignations chez les livreurs, dans les entrepôts, les préparateurs de commandes, etc. Ce management algorithmique, les infirmières, la poste, ça se développe, quelque chose de prescriptif. Est-ce qu'il y a des phénomènes de management algorithmique qui se développent également chez, on va dire, les professions intermédiaires et les cadres, Aude Cefaliello?
Alors, pas de façon, je pense, aussi frontale et directe, mais je pense qu'il y a certaines technologies qui existent, qui pourront amener à certaines dérives dans ce cadre-là pour les professions intermédiaires. Donc, par exemple, on a un logiciel qui s'appelle Cogito, qui est utilisé dans les call centers à l'heure actuelle. C'est un logiciel cartésien, on espère. C'est un logiciel qui est présenté comme étant du coaching pour les performances, qui donne effectivement un retour en temps réel pour encore une fois s'améliorer. C'est quasiment présenté comme de la formation, sauf qu'en fait dans les faits ça enregistre, en fait ça monitore une discussion qu'on peut avoir avec un consommateur, et en fonction du débit de la voix, de l'intention de la voix, on va avoir des petites icônes qui vont apparaître pour en fait ajuster la façon dont on discute. Donc par exemple, si je n'apparais pas, si mon débit par exemple est trop lent, je vais avoir une petite tasse à café qui me dit d'être un peu plus énergique, ou quelque chose qui va me dire stop, de laisser de la place à l'interlocuteur en face. Et là, on a, sur ce cadre-là, je pense qu'effectivement, ça pourrait être utilisé. Donc il interprète c'est ça. Une expression typiquement humaine qui est le langage. Ouais. Exactement. Et là, par exemple, le AI Act, on a un peu une zone d'ombre. C'est-à-dire que le AI Act tel qu'il a été acté, il y a des très bonnes choses. C'est-à-dire que par exemple, la reconnaissance des émotions au travail est interdite. Formellement interdite. Formellement interdite. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, les émotions ? Parce que quand on regarde le récital 18 du AI Act, on voit que ce qui est considéré comme une émotion, c'est la joie, la peur, l'anxiété. Mais par contre, tout ce qui est fatigue et douleur, ça c'est autorisé pour des questions de sécurité. Bon. Mais surtout plus inquiétant, ne rentre pas dans ce cadre-là le débit de parole, ou si je parle fort ou je parle doucement. Et donc ça peut toujours être monitoré, ça peut toujours être évalué, et même si on va dire que ce n'est pas tout à fait pour donner une note directe au travailleur, il y a une zone grise où ça pourrait être utilisé pour après évaluer le travailleur. Et donc c'est tout ça qu'on va devoir être très attentif et faire très attention du pourquoi on utilise une technologie et dans quel cadre on la met en place et quels sont les garde-fous qu'on met au niveau du travail. Joséphine Hott, garde-fou au travail, et puis les questions de surcharge de travail que ça peut induire. Alors juste une petite aparté sur d'abord la première question qui avait été posée, qui est de savoir quels sont les différents types d'IA. Alors on va exclure de notre échange aujourd'hui tout ce qui est cybersécurité, armement, ce genre de choses, puisque c'est quand même d'un autre domaine, mais tout le monde a ça en tête, puisque les derniers conflits ont montré comment l'IA peut être utilisée. Donc on va parler d'une IA qui est généralement exploitable au travail, dans des organisations, que ce soit dans le domaine public ou dans le domaine privé. Ces IA peuvent prendre diverses formes, de l'imagerie, de la détection, peut être, comme l'a dit Aude, de la détection, de l'interaction. Certains bienfaits assez vite détectable comme étant un robot capable de traiter beaucoup plus vite X images de radio pour du cancer, ce genre de choses. Donc tout n'est pas à bannir, c'est important de le dire, c'est structurant parce que sinon on risque d'avoir un auditoire qui nous dit attendez, tout ça est négatif. Mais il faut bien comprendre qu'il y a aussi des avancées qui sont à prendre. En revanche, pour ce qui est des dérives, on revient à nos fondamentaux, puisque une IA qui vient s'installer dans une organisation, qu'elle soit privée ou publique, va répondre à des schémas que nous connaissons tous. Si je suis dans une organisation, j'ai besoin d'abord de faire une étude d'impact, si c'est possible, si le droit me le permet. Une étude d'impact, ça suppose qu'il y a dans beaucoup de cas une information-consultation au niveau d'un comité d'entreprise. Évidemment, dans cette étude d'impact sera posée la véritable question qui concerne la sécurisation des données, de tout genre. La sécurisation pour les utilisateurs, pour les tiers qui entraînent la machine, parce qu'il faut bien comprendre que des fois c'est pas forcément vous qui développez votre IA en interne, elle est développée par un externe, et donc qui s'occupe de regarder si la donnée est pertinente, sécurisée ou pas. Vous avez des tas de questions qui se mettent en place une fois qu'on commence à travailler sur une étude d'impact. Et une fois que la sécurisation est traitée, évidemment, regardons ensuite le déploiement et l'évolution qu'elle peut avoir, cette IA. Donc viendra ensuite la fameuse question de la responsabilité. La responsabilité est-elle uniquement collective ? Quand vous avez une prise de décision, je prends un exemple assez simple. Un collectif de médecins se réunit autour d'une IA, prend une décision proposée par l'IA, qui est finalement responsable ? Voilà, ça c'est hyper important. Qui est responsable à la fin ? Et ça veut dire le principe de l'humain en contrôle. Exact. Et ça veut dire qu'il doit y avoir un humain qui valide ce que fait l'IA. Nous sommes bien d'accord.
Et juste pour rebondir rapidement aussi, c'est important de dire la technologie telle qu'elle est n'est ni bonne ni mauvaise entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un outil. Le vrai problème, c'est la façon dont ça va être utilisé et comment ça va impacter l'organisation. Donc là, je rebondis là-dessus. Effectivement, par exemple, utiliser, je sais pas moi, ChatGPT ou DeepL pour aider à écrire des annonces considérant, je sais pas moi, des emails très très standardisés sur l'annonce d'une conférence, sur je sais pas, des annonces d'événements, etc. Pourquoi pas ? Ça peut sauver du temps. Le problème, c'est quand on va partir du principe que maintenant ce temps est gagné et qu'on va demander d'autant plus et qu'on va réduire les ressources en termes de personnel et que du coup on va augmenter l'intensité de travail. Donc encore une fois, c'est pas le problème de l'IA, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment ça impacte l'organisation. Alors Aude Cefaliello a l'amabilité de reboucler les wagons à ma place. C'est pour ça que je posais la question de la surcharge de travail, c'est-à-dire ce risque dont on avait parlé avec Naïla Glaise dans un plateau précédent, une journée de travail de l'UGICT sur l'IA, ce risque que si les tâches un peu les plus reposantes qu'on a dans une journée sont automatisées, on se retrouve avec uniquement les tâches les plus intenses, les plus prenantes, et du coup on va se retrouver à faire 8-10 heures par jour en surchauffe, ce qui repose par ailleurs la question de la réduction du temps de travail, Aude Cefaliello. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est toute la question de le fait que certaines technologies vont en fait exacerber des risques existants, à savoir les risques psychosociaux. Donc que ça soit par exemple en termes d'autonomie du travail, en termes d'intensité du travail, en termes, on parle de digitalisation de façon large, le fait d'être constamment connecté, le fait de la séparation entre vie privée et vie professionnelle. Et donc tout ça, en fait, je pense que dans des organisations où de toute façon ces questions ne sont pas posées hors technologie, c'est ça, bien sûr. Quand on va mettre des technologies en place, que ce soit des algorithmes ou autre chose, en fait ça va les intensifier et ça va mettre les travailleurs en situation de difficulté. Et le problème là-dessus, c'est qu'en fait ces risques-là ne seront pas immédiats en quelques heures, en quelques jours, quoique avec certains casques à la limite, mais c'est des choses qui vont s'inscrire dans le temps. Et donc en fait c'est là où notamment l'évaluation et le fait de répondre à ces risques, c'est quelque chose qui va devoir s'inscrire non seulement à court, mais aussi à moyen et long terme. Alors, Joséphine Hoth. Pour ce qui concerne ce point de dangerosité, il faut bien regarder ce que nous pouvons mettre en place, nous, comme garde-fous. Les premiers garde-fous qui sont les outils légaux, législatifs, les actes européens, les documents qu'on appelle le Code du travail, etc. Et il faut se prendre le temps de regarder ça avec, évidemment, toute l'expertise qu'on peut obtenir de tiers. Alors, c'est pas simple, mais il faut se donner le temps d'étudier cette question-là. Toutes les IA ne sont pas à jeter, on est bien d'accord, il ne faut pas tomber non plus dans ce circuit-là. Et il faut aussi regarder comment tous ces risques que Aude a mentionnés sont, entre guillemets, modérés. Les enlever complètement, ça sera des fois pas simple, parce qu'il faut être lucide, ça va mettre du temps aussi. Et puis il y en a certains qui vont, entre guillemets, je pense à des sujets assez simples de compréhension. Vous avez une IA qui avait un algorithme qui traitait de l'imagerie. Si elle est trop finement réglée, elle va envoyer ce qu'on appelle des faux positifs. Bon, ces faux positifs, c'est pas méchant, c'est juste que l'expert, l'humain, le médecin ou le praticien aura le recul et l'expérience nécessaire pour dire « ok, pas de problème ». Mais le reste ne doit pas devenir ce que j'appelle une course à l'échalote, c'est-à-dire vous avez reçu 500 images, il fallait traiter les 500 images, ça n'a pas de sens. On parle d'un domaine où il faut prendre le temps du traitement, de la réflexion. Quand vous êtes devant votre email favori, préformaté, et que vous dites « j'en ai encore 25 à traiter, donc je fais confiance à l'IA », et là le terme est piégeant, vous avez fait confiance, alors qu'il fallait juste relire. Tout est dit, vous voyez ce que je veux dire, c'est aussi simple que ça. On ne peut pas faire confiance, il faut se donner le temps de relire. Donc, en fonction des on peut avoir confiance en un être qui a une conscience lui-même, bien sûr. C'est pas une interaction avec un... C'est exactement ça. Donc le problème, c'est le facilitisme dans lequel nous tombons tous, parce que la fatigue, parce que l'exaspération, parce que le stress, etc., etc. Et donc les pièges sont devant nous, ils sont juste, malheureusement, assez vite mis en place, parce que nous sommes nous-mêmes les premiers à accepter l'outil, sans avoir le réflexe de dire « je prends le temps ». Est-ce que vous voyez une traduction syndicale de ce que vous venez de dire ? Alors le droit de refus. Il faut pouvoir prendre le temps. Je rejoins Aude, c'est pas si simple que cela. Je vais être modéré en disant « j'aimerais bien que tout le monde puisse prendre le temps ». L'idéal, ça serait de prendre le temps.
surtout pour des tâches qui demandent une interaction avec un client qui ne sait pas que vous êtes une IA. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses comme ça qui sont assez... Pour revenir à ce concept de droit de refus, ce n'est pas le droit de retrait, qui lui est un droit qui est très subjectif, qui est souvent contesté devant les tribunaux en fonction de l'attitude de certains salariés, donc c'est compliqué de dire droit de retrait. Le danger de la personne n'est pas forcément identifié, pas forcément. Il l'est dans certains cas, il faudra vraiment être dans le cas précis. Pour ce qui est du droit de refus, il faut savoir se dire oui, je veux refuser parce que ce que me propose l'IA peut être dangereux ou dangereuse, dans le sens où la décision finale ne va pas nous rendre service. Et on revient au collectif. Si l'individu est le seul à décider, il faut qu'il puisse avoir le droit de refuser. Si c'est un collectif qui doit décider, ils doivent pouvoir dire « je refuse », parce que l'IA ne suffit pas. Et donc ce droit de refus, il est à construire, parce qu'il n'existe pas en code du travail. On va vous rétorquer l'insubordination. Et l'insubordination, c'est très vite vu, mais depuis quand l'outil est un outil qui permet de dire qu'il y a de la subordination? Ce n'est pas vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut bien comprendre. Si l'IA dit quelque chose qui n'est pas juste, ne pas le traiter est la meilleure des choses. Perspective, Clément Olivier. C'était une question que je me posais en préparant cette émission, c'était est-ce que les nouvelles générations d'IA génératives sont des accélérateurs simplement d'enjeux du numérique qui existaient déjà, ou bien est-ce qu'il y a une rupture radicale parce que désormais l'IA fait semblant de se comporter comme un humain en générant du texte, des images, etc. Là vous dites que ce que vous venez de dire, c'est pour le coup là, il y a une rupture. Aude Cefaliello. Moi, je vais le prendre avec un angle plutôt santé-sécurité au travail. Par exemple, par rapport au droit de refus, effectivement, est-ce que, entre guillemets, la conséquence de ces nouvelles IA, est-ce qu'elles vont proposer ou ce qu'elles amènent, on a un texte européen, une directive européenne qui est adoptée depuis 30 ans, qui est transposée dans tous les États membres, qui est la directive cadre 89/391 CEE. Et il y a un article... Voilà, il faut des juristes. Voilà, ceux qui veulent la référence. Et il y a un article dedans qui dit que quand on planifie d'introduire une nouvelle technologie, on doit entamer le processus d'information, consultation, dessus tous les risques que ça va créer au niveau organisationnel et individuel pour les travailleurs, tant au niveau physique que psychologique. Donc c'est tous les risques. Et donc là, on pourrait même se poser la question de savoir en fait si la façon dont ça va être effectivement introduit et déployé et utilisé va faire courir un risque aux travailleurs, donc exacerbé, et aussi peut-être même d'autres personnes à risque. À savoir en fait, en n'ayant plus le temps de penser et de réfléchir et finalement de se ressaisir de ce que prévoit l'IA, est-ce qu'on ne crée pas des risques? Et ça, c'est des discussions qu'il faudra avoir, et après effectivement mettre des mesures. Mais l'aspect, je pense, santé-sécurité est peut-être une première porte à utiliser en attendant que d'autres s'ouvrent et déjà à entamer la discussion sur les lieux de travail. Joséphine Hott. Pour compléter le propos d'Aude, il est assez simple de comprendre que quand vous êtes, par exemple, déjà aujourd'hui sans IA, dans une situation où vous êtes, je dirais, en conflit de valeurs parce que vous ne pouvez pas bien faire votre travail. Ne mettons pas l'IA, juste prenons l'exemple pour un schéma simple, une situation particulière. Vous n'arrivez pas à pouvoir faire correctement votre travail. Vous êtes en conflit de valeurs. C'est déjà compliqué, déjà, vous voyez bien. Alors imaginons un peu plus l'IA qui vient exacerber, amplifier le phénomène, parce qu'en plus, ce n'est pas que vous ne voulez pas faire, c'est que vous savez que la décision qu'elle génère n'est pas bonne. Donc vous êtes dans une situation qu'il faut, entre guillemets, protéger. Donc, c'est un slogan de longue date de Lugic, laissez-nous bien faire notre travail. Ni plus ni moins. Donc si vous me permettez, on revient à ce qu'on appelle des fondamentaux, ce que j'appelle dans notre jargon, rattachez-vous à votre existant, puisque c'est ce que vous connaissez le mieux. Syndicalement, ouais. Syndicalement parlant. Vous regardez votre organisation, comprenez-la, parce que vous êtes aussi dedans et vous savez mieux que quiconque comment mettre les alertes au bon moment et aux bons endroits, en tout cas en le pressant. On sait comment faire et à qui signaler que la chose ne va pas. Et avoir le droit de dire stop. Parce que si jamais ça va trop loin, qui arrêtera le prochain maillon? Prenons juste un exemple. Tout à l'heure, on parlait de l'imagerie. Bon, ça reste un événement neutre, parce que la santé, ça nous rapproche tous. Tout le monde se dit, la santé, un jour, ça me concerne. J'irai une fois dans ma vie à l'hôpital. Bon.
Donc pour des bonnes ou des mauvaises nouvelles, on ira tous une fois dans sa vie à l'hôpital. Je vous rassure, c'est ainsi. Mais une fois qu'on est devant la décision d'une IA, on va se dire, j'espère que le médecin a pris les dispositions qui s'imposent avec son collectif pour prendre l'opération ou pas, et que ce n'était pas une décision prise en urgence, ou par défaut, ou par manque de temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas un conflit de guerre où on demande à quelqu'un de traiter un blessé avec une situation qui est gravissime. Là, on n'est pas dans la même configuration. On a ce temps-là et il faut le garder. L'IA ne voudra jamais se prendre la responsabilité. Elle n'est pas capable de ça. Donc ne lui demandons pas ce qu'elle ne veut pas faire. C'est aussi simple que ça. Alors, temporalité dans le travail, je voulais aussi vous entendre l'un et l'autre sur les évolutions éventuellement du sens au travail, quand on utilise des outils comme ça qui pourraient tout chambouler, Joséphine. Alors, la surcharge de travail, celle qui pèse le plus au jour d'aujourd'hui, c'est déjà le fait que nos objectifs sont là tous les jours, qu'on nous rappelle constamment qu'on a des objectifs, qu'il y a des impératifs qui des fois nous dépassent, mais dont on fait partie. Donc, ce n'est pas nouveau. Et l'IA ne va pas arranger la chose, puisque comme le disait tout à l'heure Aude, ça ne sera qu'un rajout supplémentaire pour justifier encore l'injustifiable. Donc à un moment, Naïla citait l'exemple de ne plus avoir de temps de pause, de réflexion, pour pouvoir se projeter sur un projet concrètement. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas avoir une journée de 9h du matin jusqu'à 18h ou 20h ou 22h sans pause. L'humain n'est pas fait pour ça. Il n'y arrivera pas. Donc c'est une histoire qui n'a déjà pas de sens. Poser le constat en ces termes-là est un non-sens. Aude Cefaliello. Et si je peux me permettre, pour reprendre aussi, revenir un peu au basique et en fait se poser des questions au-delà des intelligences artificielles, c'est toute la question du sens du travail, de l'intensité du travail, de tout ça, de la façon dont on se voit évoluer aussi dans son travail, ce qui nous tient à cœur, les valeurs, tout ça en fait c'est ce qu'on appelle aussi les risques psychosociaux, les facteurs de risques psychosociaux qui devraient être, normalement c'est des facteurs très objectifs, quand ils sont bien discutés, entre guillemets, prévenus. Et c'est des choses qu'on devrait discuter dans toute organisation, sur tout poste. Après, la question, c'est du coup de savoir dans quelle mesure ces nouvelles technologies vont influencer ces différents critères. Mais c'est pour ça que je posais la question, parce qu'on a déjà une crise du sens au travail chez les professions qualifiées, notamment. Donc en fait, moi, je pense que je suis pas sûre que c'est vraiment, encore une fois, la question de est-ce qu'on blâme ou pas l'intelligence artificielle. C'est pourquoi on l'utilise, comment on l'utilise, et on revient toujours à ça. Et je pense que si on a une discussion on replace le travailleur et l'humain au centre de l'organisation, et effectivement la technologie vient pour vraiment le soutenir et lui permettre effectivement de grandir entre guillemets et de se développer au travail, alors là oui. Mais toute la discussion elle est en amont de pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, quoi. Et ça, je pense que pour le coup, au niveau européen, on a un problème, on n'a pas de directive sur les risques psychosociaux. Et il y a beaucoup de pays où toutes ces questions-là ne sont pas approchées. Mais je pense qu'il y aurait une vraie valeur ajoutée dans le cadre des nouvelles technologies. Je vais juste compléter un propos qui me tient à cœur, qui est le suivant. N'oublions jamais que nous, tous les jours, nous réalisons des tâches qui sont apparemment simples à réaliser, simples à traiter, mais qui ont demandé une éducation, une pédagogie, un apprentissage, un accompagnement qui a permis de traiter beaucoup d'informations. Alors, beaucoup d'informations, c'est pas forcément de la lecture, ça peut être des gestes, de la technicité. Et arriver à un moment à dire, cette tâche-là, je la réalise plus facilement aujourd'hui, mais il m'a fallu un temps d'apprentissage pour la rendre très simple. Et donc, ces tâches-là, aujourd'hui, qui vous rendent compétents, experts ou professionnels, une IA peut très bien les répliquer en termes mécaniques. C'est pas impossible. Mais à un moment, le cerveau reste le cerveau. Ce que vous avez, vous, appris dans telle ou telle situation, c'est votre mémoire. Donc à un moment, vous savez vous dire, attends, ce cas-là n'est pas exactement le même cas qui était présent avant. Ça me permet de jauger un petit peu, de changer mon curseur, mes raisonnements. Pour ce qui est d'un apprentissage mécanique, d'un geste simple, mais qui est très facile à réaliser parce qu'on l'a fait maintes et maintes fois. Je prends l'exemple du cuisinier qui va cuisiner un énorme morceau de viande ou un très bon poisson. Si une IA arrive mécaniquement à programmer le geste de je retourne le poisson ou je retourne la viande, certes, est-ce qu'il sera aussi bien cuit, bien cuisiné, c'est un autre sujet. Mais vous n'enlevez jamais la compétence. Et voilà du sens au travail. Et voilà le sens au travail. Alors Aude Cefaliello, justement, de quoi est-ce qu'il y aurait besoin au niveau que ce soit européen ou au niveau national par rapport à tous ces enjeux que vous avez soulevés ? Alors,
Je pense qu'il faudrait une directive plus générale sur la question des intelligences artificielles au travail. Donc directive européenne. Une directive européenne. C'est-à-dire que par exemple, on a une directive qui, bon, il y a du pour et du contre, mais la directive sur les travailleurs de plateforme. Voilà, ouais. Où là, il y a eu des mesures, des articles très intéressants sur la question de la transparence des données, sur l'accès aux données, sur la négociation même, le dialogue social en interne de comment est utilisé l'algorithme, s'il y a des changements algorithmiques, la question. Il y a tout un article, par exemple, dessus l'évaluation des risques que va provoquer l'algorithmic management, le management algorithmique, pardon. Et notamment, pour la première fois, on a écrit noir sur blanc que les risques psychosociaux doivent être évalués, les risques musculo-squelettiques aussi, le fait qu'on ne doit pas mettre les travailleurs sous une undue pressure, donc voilà. Pression disproportionnée. Ouais. Pression disproportionnée, et que l'aspect non seulement physique, mais aussi mental de la santé du travailleur doit être pris en compte. Et donc ça, c'est super, sauf que le problème, c'est que ces technologies-là, ce n'est pas que pour l'économie de plateforme. Les travailleurs de plateforme. Et donc effectivement, pour tout ce qui est impacté en dehors de l'économie de plateforme, on a complètement un angle mort, alors que là, on a déjà des bonnes pratiques. Après, et c'était d'ailleurs lié à ce que vous venez de dire, le fait que du coup cette directive crée un précédent important aussi pour eux. On sort un tout petit peu de notre sujet, mais c'est surtout ce qui a été retenu, de présomption de salariat. Et vous, ce que vous dites, c'est que c'était extrêmement important pour les travailleurs de plateforme. Il faut la même chose, par exemple, pour les cadres. Oui, pour les cadres, pour tout travailleur, tout secteur en fait, parce que ce qu'on voit, c'est que ces technologies-là, elles vont impacter à un moment plus ou moins de façon sévère. Après, en fonction aussi de la position de force ou de précarité qu'on a au travail, on va être en situation plus ou moins vulnérable. Mais il nous faut ces outils-là. Et donc, je pense qu'il faut d'abord cette directive, et en plus de ça, il faut une directive qui rentre dans le détail des risques psychosociaux en indépendance des technologies. Encore une fois, on va revenir sur cette question de l'autonomie au travail, sur la question du sens, sur la question de l'intensité du travail. Et tout ça, ça doit être discuté, et il nous manque ces textes. On en a besoin. C'est clair, la directive sur les risques psychosociaux, ça fait des années qu'on en a besoin, et celle dessus, les intelligences artificielles au travail, on en a besoin maintenant, mais ça va devenir de pire en pire pour les années qui viennent. Après, on peut utiliser à l'heure actuelle, ce que je disais, la directive cadre, avec des articles qui sont très généraux et l'obligation d'évaluer tous les risques, avec notamment les nouvelles technologies. Le problème, c'est que dans le détail, on va dire, mais qu'est-ce qu'on nous demande ? Donc, et ça va demander en fait un effort très proactif des acteurs sur le terrain, de se former et en fait de faire de la doc, et on risque de ne pas discuter des mêmes choses dans tous les lieux de travail, ce qui est dommage. Donc on peut créer cet espace de communication, mais ce n'est pas suffisant, il nous faut d'autres outils. Par ailleurs, il y a le niveau national. Qu'est-ce que vous pensez des règles en France et ailleurs ? Est-ce qu'il y a des exemples de voisins qui ont de bonnes pratiques ? Pour les risques psychosociaux, là effectivement on a certains pays qui sont très bons, à savoir effectivement la Belgique ou le Danemark, où là on a des facteurs de risques psychosociaux qui doivent être évalués sur le court, moyen, long terme. Donc là c'est bien, on pourrait s'en inspirer, mais au niveau des technologies, je pense que ce qu'il faudrait plutôt regarder, c'est l'accord cadre sur la digitalisation qui a été adopté en juin 2020 et qui normalement a dû être déjà transposé dans certains pays. Et là je passe la balle. Alors, Joséphine, je vous en prie. J'ai 3 points. Le premier qui est vraiment très personnel, c'est que je reviens sur le management algorithmique. Ouais. Mon interprétation, tout à l'heure je vous parlais de responsabilité. Le management algorithmique, c'est exactement le contraire, c'est l'absence de responsabilité. Puisque vous déléguez le contrôle, le suivi et je dirais éventuellement les problèmes de relations humaines à un robot qui vous dit juste « fais ça, point ». Donc c'était bien un problème de déresponsabilisation puisque les gens ne voulaient pas être responsables. En tout cas, quand je dis les gens, je dirais l'organisation. Pour revenir au sujet juridique... on pourrait même dire l'employeur. Oui, totalement. En fait, si vous me permettez, c'est que le manager qui, lui, n'était pas en frontal, était derrière un écran, qui lui attendait éventuellement des remontées assez compliquées à gérer, mais même comme ça, il n'était pas là. Donc, c'est pas une vraie relation. Enfin, il faut y mettre un peu du sens aussi dans la relation de manager. Le middle management a besoin aussi de sens. Il n'est pas juste un tiers, hein. C'est un acteur ou une actrice. Pour revenir au sujet juridique, en France, vous savez tous que vous avez un principe qui s'appelle l'information-consultation, qui est bordé avec une expertise qui permet de prendre le temps, pendant 2 mois, si jamais vous avez fait appel à un expert, de regarder, creuser le sujet, de proposer des améliorations ou de faire ce que j'appelle des recommandations. Bon. Ce système marche bien, mais pour une IA, ça ne marche plus. Pourquoi ? Parce que le problème que vous avez dans une IA, c'est qu'elle est évolutive. Même si c'est une IA, une intelligence artificielle, alors
Là aussi, je vais faire une petite virgule. Pour moi, intelligence artificielle est un faux ami. C'est de l'informatique améliorée. On en avait parlé avec votre camarade Mathieu Trubert dans une émission en public, effectivement. Voilà. Vous étiez le co-auteur de cet article dans Option qui disait que l'intelligence artificielle n'était ni vraiment intelligente ni vraiment artificielle. Voilà. Je vous laisse reprendre. Si on peut se le marteler, se le garder, ça sera toujours bien. Ça rappellera toujours à quel point on doit définir les choses et mettre les mots là où ils sont. Pour revenir au sujet, donc sur l'information consultation, vous avez un sujet qui est statique, qui ne bouge pas, enfin qui ne bougera plus. Et une intelligence artificielle va évoluer. Parce que vous allez l'entraîner, vous allez constamment l'entraîner. Je prends un exemple encore de l'imagerie. Vous allez l'entraîner sur une nouvelle maladie, la nouvelle maladie a ses nouvelles photos, vous allez donc entraîner le modèle. Et donc, vous ne pouvez plus revenir sur cette information consultation puisque vous êtes déjà passé en information consultation il y a peut-être 1 an ou 2 ans. Et si cette IA a pris un autre domaine, c'est-à-dire qu'elle a grandi parce que les besoins sont devenus plus importants, vous ne pouvez plus demander à l'employeur de revenir dessus puisqu'il vous dira, à juste titre, ce point a déjà été traité. Donc le cadre européen, oui, mais il faut aussi se mettre en conformité avec l'essence même de cette situation, c'est qu'elle est évolutive. Et donc vous avez un vrai problème sur la manière dont on peut se réapproprier aujourd'hui une information consultation parce qu'elle ne pourra jamais se terminer, à moins d'être un peu plus malin dans l'aspect juridique, c'est de proposer un accord qui vous permet de revenir dès que l'évolution est significative. Si je peux me permettre, sur la directive des travailleurs de plateforme, quand on parle de la consultation effectivement, du management algorithmique, il y a cette idée que la consultation doit être réouverte dès qu'il y a un changement significatif de la façon dont l'algorithme se comporte. Voilà, c'est ça. Et donc je pense que ça c'est important parce que ça c'est pas tout à fait encore circulaire, etc. Mais ça implique le fait que c'est pas si statique que ça. Et je pense qu'on a le même problème, et c'est ce qu'on demande aussi en termes d'évaluation des risques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de risques qu'on ne saura pas au moment où on décide de mettre en place la technologie. Et on pourra beau essayer d'envisager tout. Effectivement, l'algorithme va se déployer et évoluer d'une certaine manière, va impacter dans le cours du temps et va changer la façon dont ça impacte. Et donc effectivement, il ne faut pas quelque chose de linéaire, mais de circulaire dans l'évaluation des risques. Et effectivement, soit en nombre d'années, avec une certaine temporalité, tous les X nombre de temps, ou dès qu'il y a un ressenti des travailleurs, qu'il y a quelque chose qui ne va plus, que les conditions ne sont plus les mêmes, qu'il y a un malaise, un mal-être, et qu'en fait on pourrait dans ce cas-là même enclencher la consultation ou enclencher une nouvelle évaluation. Joséphine. Idéalement, le sujet était de vous dire, prenons un exemple qui est la revoyure, le terme que nous connaissons tous en français, de 2-3 ans. Maintenant, pour des cas bien précis, et je ne suis pas du tout capable d'identifier tous les cas précis au jour d'aujourd'hui, mais pour des sujets assez sensibles, il est clair que ce temps-là est trop long. Il faut absolument regarder ça de façon plus concrète. Donc un article de loi qui permettrait éventuellement de s'adapter à des circonstances très particulières, je suis preneur. Il faut bien comprendre que c'est un domaine qui est très vaste, l'utilisation de l'IA. Donc à un moment, tomber dans les généralités, parce qu'aujourd'hui on essaye de vulgariser le propos, c'est aussi alerter les auditeurs et les auditrices de dire attention, regardez bien concrètement quelle sera pour vous ces réalités. L'impact, ouais. Exactement. Il faut vraiment se mettre ça comme étant un objectif personnel. Et évidemment retrouver du sens au travail en disant je n'appuie pas sur le bouton juste pour appuyer sur un bouton. Pour conclure, Joséphine, ce que vous dites, c'est revenir aux basiques syndicaux, quoi, c'est ça. Exactement. Et le faux débat qui ne doit pas s'installer à mon sens, mais encore chacun doit prendre la mesure et réfléchir, ce n'est pas un débat pour ou contre l'IA. C'est accepter qu'elle sera là. C'était pas l'angle d'ailleurs de cette émission non plus, bien sûr. Mais c'est important de se le redire parce que là aussi je pense qu'on peut avoir des peurs irrationnelles qui se mettent en place. Il faut accepter ce changement-là, mais l'accepter de façon intelligente. Aude Cefaliello.
Et pour continuer et être dans la même ligne, moi je dirais même ne pas hésiter à prendre les espaces et créer les espaces de discussion sur, encore une fois, les implications que ces technologies auront sur l'organisation de travail et sur les travailleurs. Et effectivement, prendre cet espace, se l'approprier et toujours essayer effectivement, dans la mesure du possible, d'avoir les travailleurs et travailleuses au centre de l'organisation de travail et effectivement les outils technologiques comme soutien et non pas comme quelque chose en fait qui va asservir ou oppresser les travailleurs. Et voilà. Eh ben merci infiniment à vous deux, Aude Cefaliello de l'Institut syndical européen ETUI et Joséphine Hotte du collectif numérique de l'UGICT. Merci à Stéphane Dujardin et Isabelle Cresto pour leur aide précieuse à la technique. Et merci surtout à vous qui nous avez écoutés jusque-là. C'est le moment de vous abonner à ce podcast gratuitement mais pas sans coût. Et puisque cette émission ne dépend ni de la publicité ni de vos dons, si vous voulez la soutenir, syndiquez-vous. Salut!